Bonjour à toutes et tous, donc, tous et tous ici, au 7 rue des Carmes, et puis en ligne, on vous voit sur le tableau à notre gauche. Donc, c'est pas une chose tout à fait nouvelle. Avec la guerre d'Ukraine, ça s'est aggravé. Il y a des guerres dont on parle et des guerres dont on ne parle pas. Et celles dont on ne parle pas, soit elles sont très loin, soit elles sont compliquées, soit elles concernent des musulmans. Bref, il y a beaucoup de raisons, plus une parfois, c'est que la France peut y être mêlée par ces ventes d'armes qui continuent malgré l'aggravation de la situation. La guerre du Yémen, c'est presque une caricature de ce que je viens de dire. Elle coche toutes les cases pour qu'on n'en parle pas. En 7 ans, pourtant, selon les chiffres de l'ONU, les derniers que j'ai consultés, elle a fait plus de 380 000 morts, dont 30% de combattants et 70% du fait de la famine, de la faim, des inondations, choléra, enfin tout ce qui va avec une guerre de ce type dans un pays comme celui-là. C'est considéré, le Yémen, comme, par l'ONU, j'entends, comme la situation humanitaire la plus grave au monde. Le Programme alimentaire mondial a lui aussi publié des chiffres il y a un peu plus longtemps, mais qui sont quand même de la fin 2022. Grosso modo, les 2/3 de la population yéménite dépendent directement de l'aide alimentaire, et en premier lieu, les millions de déplacés. Les chiffres varient entre 2 et 4 millions de déplacés. Le PAM estime que 21 millions de Yéménites sont en situation d'insécurité alimentaire. Ça ne veut pas dire qu'ils ne mangent pas, ça veut dire que la nourriture est une préoccupation permanente. L'UNICEF, de son côté, a évalué sur les 7 ans le nombre d'enfants dont la mort a pu être vérifiée, donc le chiffre réel est beaucoup plus élevé, à 3800. Et je rappelle que Antonio Gutiérrez, le secrétaire général de l'ONU, dont certains disent qu'il est surtout doué pour les discours, avait dans un discours accusé assez gravement en disant, je cite, « Pour la plupart des gens, la vie au Yémen est désormais insupportable. La période de l'enfance est un enfer. Cette guerre, disait-il, est en train de faire disparaître toute une génération de Yéménites. » Bon, c'est le discours de Gutiérrez. Certains disent qu'il devrait faire moins de discours et agir plus, mais bon, ça ne dépend pas que de lui. Et pourtant, tout ça continue. Et en 2022, malgré une trêve qui, grosso modo, a duré 6 mois, d'avril à fin septembre, début octobre, on a encore eu plus de 3000 civils tués ou blessés, selon les ONG sur place. Donc la question, et c'est pour ça qu'on a invité Quentin Müller, c'est pourquoi ça continue, ce conflit, au fond. Quelle est la responsabilité réelle ou non des rebelles Houthis? Qui sont-ils d'ailleurs? Comment ont-ils pu prendre les régions les plus peuplées du pays, y compris la capitale Sanaa? Pourquoi l'Arabie saoudite, dont on disait qu'elle voulait se dégager de cette guerre avec sa coalition, poursuit son intervention, qui pourtant s'enlise à l'intérieur et à l'extérieur? Et que dire, je le répète, de la France, qui, contrairement à d'autres États, continue ses livraisons d'armes utilisées par les Saoudiens et par les Émiratis au Yémen. Concrètement, 4 grosses structures françaises, Dassault Aviation, Thales, 3, pardon, et MBDA, sont visées par une plainte d'ONG pour complicité de crimes de guerre. Alors Quentin Müller est bien placé pour nous éclairer sur ce conflit. C'est un journaliste indépendant, il est spécialiste de la péninsule arabo-persique,
peut l'appeler comme on veut, on ne va pas entrer dans ce débat. Il est l'auteur... oui, c'est un des sujets... on peut passer la journée dessus. Hein, c'est comme qui est juif. Voilà, on peut passer la journée... Encore la péninsule, le golfe arabo-persique. Oui, la péninsule, bien sûr, mais le golfe, en tout cas. Mais en tout cas, c'est un débat, normalement, dans la salle, dès qu'on dit arabo-persique, il y a une main qui se lève en disant non, c'est persique. Et voilà, et dans un autre cas, on a une main qui se lève en disant mais non, mais c'est aussi arabo. Donc voilà. Disons, non, on est d'accord. Quentin est l'auteur de plusieurs ouvrages issus de ses enquêtes, dont Les esclaves de l'homme pétrole, avec Sébastien Castelier en 2022, et Tarjuman, enquête sur une trahison française, avec Brice Andlauer en 2019. Et c'est pour ça qu'il est ici, il s'est rendu à plusieurs reprises au Yémen. Donc il connaît la règle du jeu, elle est rude, mais elle est bonne. C'est-à-dire qu'après cette brève introduction, vous avez une demi-heure, 35 minutes pour introduire le sujet, et puis ensuite on aura une petite heure pour en débattre avec ceux et celles qui sont ici, et aussi ceux et celles qui sont en ligne et que nous avons. Je rappelle à ceux qui sont en ligne qu'ils peuvent, via le système du chat, que tout le monde connaît, j'imagine, poser des questions que Joanne Deas, notre directrice exécutive de l'IREMO, relaiera. Voilà. Donc c'est à vous. Merci pour cette introduction, Dominique. Merci d'être là aussi, d'avoir bravé le froid pour venir m'écouter et nous écouter à propos du Yémen, un pays complexe. Je pense que quand on travaille sur le Yémen en tant que journaliste ou chercheur français, enfin en tout cas pas yéménite, il faut déjà avouer une chose, c'est qu'on ne sait pas grand-chose sur ce pays. Voilà. Donc moi, en tant que reporter, j'ai beau aller au Yémen de temps en temps et réussir l'exploit d'y aller, parce que c'est toujours un exploit pour aller au Yémen, eh bien c'est toujours déconcertant de découvrir que eh bien, c'est un pays où il faut quand même être assez humble avec ce pays et se dire que c'est compliqué de tout savoir, c'est compliqué d'avoir ce background sur le passé historique et géographique du pays. Surtout que moi, je suis jeune reporter, j'y vais depuis 3 ans maintenant, et c'est pas pour autant que je considère que je suis un spécialiste du Yémen et que je connais absolument tout. Parce que quand on parle du Yémen, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. C'est pas seulement l'actualité, c'est pas seulement la guerre en cours. Il y a une histoire et une géographie qui est omniprésente dans ce pays-là et qui compte à chaque instant de cette guerre, en fait, et qui explique beaucoup de choses. Donc moi, je pourrais vous décrire la guerre au Yémen comme on le fait souvent, c'est-à-dire une coalition de pays musulmans, composée majoritairement quand même de l'Arabie Saoudite et des Émirats, qui s'oppose à une rébellion qui est soutenue par l'Iran. Je pourrais terminer là-dessus. La guerre au Yémen, c'est ça. Vous dire au revoir, Monsieur Vidal, vous dire au revoir à vous à tous et toutes. Mais c'est pas ça, en fait, la guerre au Yémen. C'est majoritairement comme ça qu'on la présente. Mais en réalité, c'est beaucoup plus compliqué. Et à la fois compliqué, et à la fois, non, pas vraiment compliqué, puisque si on s'intéresse un peu plus à ce pays, si on s'y penche un peu plus, si on connaît un peu plus son histoire, eh bien, on se rend compte que c'est pas si compliqué que ça et qu'il y a des explications derrière. Et que c'est pas une guerre qui est binaire et où il y a des gentils et des méchants, c'est-à-dire les méchants, la coalition qui bombarde des civils et qui fait des victimes collatérales, et les gentils, les rebelles qui protégeraient le pays d'une invasion étrangère. Voilà. C'est pas ça, en fait, la guerre au Yémen. Et d'ailleurs, j'ai proposé un titre à l'IREMO en parlant des hydres de la guerre. Bon, les hydres, on connaît tous ce monstre à plusieurs têtes. En fait, il n'y a pas une guerre au Yémen, hein. Il y a plusieurs guerres dans la guerre. Ce sont des poupées russes avec plein de petites poupées à l'intérieur. Donc il y a la grande guerre, il y a la plus petite guerre, puis encore une autre guerre, puis après encore une autre guerre, et encore et encore et encore. Et donc, je suis ici, moi, pour vous expliquer toutes ces guerres. D'où ça vient, qui sont les protagonistes de ces guerres-là, et pourquoi le pays n'est pas en paix, et pourquoi ça dure, en fait. Et pourquoi, par exemple, la coalition n'est pas venue à bout des Houthis, etc., etc. Bon, déjà, je vais introduire le fait je vais commencer par le début de cette guerre en fin 2014.
et le coup d'État des Houthis. Bon, déjà, les Houthis, c'est qui? Qui sont les Houthis? Qui sont ces rebelles qui descendent de la montagne, de Saada, avec leur Kalachnikov et qui ont défait quand même l'Arabie Saoudite et les Émirats, avec tout leur arsenal qui est vendu, leur arsenal de dernier cri qui est vendu par les Américains, par tout un tas de pays occidentaux qui ont beaucoup d'argent, qui ont une armée qui n'est pas très opérationnelle, on va dire, et qui n'est pas très courageuse non plus. Les Saoudiens, les Émiratis ne sont pas tous prêts à mourir pour leur patrie, pour un pays en plus qu'ils ne connaissent pas. Voilà. Donc, qui sont les Houthis? Bon, comme j'ai qu'une demi-heure, je vais essayer d'aller assez rapidement, donc je vais un petit peu, pas forcément rentrer dans les détails. Mais les Houthis, en fait, tout commence par Hussein Badreddin al-Houthi, qui est un jeune, dans les années 90, début des années 2000, un jeune qui commence à politiser le zaïdisme, lui donner une version un peu plus contemporaine, c'est-à-dire à mêler son identité zaïdite à un anti-impérialisme contre les activités américaines et puis contre Israël par rapport à... C'est une forme de chiisme, on peut dire ça? Oui, c'est une branche de chiisme mais qui se rapproche plus dans la pratique du sunnisme. Hein. Et c'est vraiment une particularité au Yémen. Voilà, non, surtout dans le Yémen du Nord, qui est majoritairement zaïdite. Et donc, Hussein Badreddin al-Houthi considère que les vieux penseurs théologiques zaïdites avec leurs grandes barbes, ces gens très sages qui écrivent des livres et des livres et des livres théologiques sur le zaïdisme, une littérature gigantesque qui est colossale, eh bien, ça fait depuis des années qu'ils se sont encroutés, qu'ils se sont endormis, qu'ils ont écrit des livres que très peu de, finalement, yéménites lisent, et que ces livres-là et cette pensée intellectuelle théologique ne servent pas à grand-chose, et que pendant toutes ces années de production intellectuelle, eh bien, les États-Unis ont eu le temps de mettre la main, en tout cas c'est ce qu'ils considèrent, sur le Moyen-Orient, et Israël de mettre aussi la main sur la Palestine, etc. etc. Et donc cet anti-impérialisme eh bien, commence à faire des émulations au sein d'une classe jeune zaïdite, ou pas zaïdite d'ailleurs, hein, qui n'est pas zaïdite d'origine, qui est plutôt sunnite. Et donc il emmène dans son sillage un mouvement. Alors c'est pas le mouvement al-Houthi à l'époque, pas encore. Et ce mouvement commence ne se limite pas à Saada, mais commence à coloniser un peu le nord. En tout cas, dans les mosquées, il y a des discours anti-impérialistes, anti-juifs. Et puis, on est à une période, au début des années 2000, après les attentats du 11 septembre, où le gouvernement de Ali Abdallah Saleh, qui est en poste depuis des décennies, donc une espèce de dictature arabe à l'ancienne, hein, comme ça a pu se faire en Tunisie, en Égypte, en Libye, eh bien, on est en pleine lutte contre le terrorisme à l'époque. Et donc les Américains donnent énormément d'argent au régime d'Ali Abdallah Saleh pour lutter contre Al-Qaïda et contre toute forme eh bien, d'anti-américanisme, hein, on va dire, hein. Pas que Al-Qaïda d'ailleurs. Et l'ambassade américaine à Sanaa commence à grincer des dents parce que dans certaines mosquées, on commence à adopter un certain discours qui reprend ce que disait Hussein, en disant à mort à l'Amérique, à mort les sionistes israéliens. Et donc l'ambassade américaine s'en plaint. Et je pense qu'à l'époque, le gouvernement d'Ali Abdallah Saleh, qui a ces juteuses, on va dire, ces juteux contrats avec les Américains pour lutter contre le terrorisme. D'ailleurs, ces juteux contrats, bon, c'est pas vraiment que pour la lutte pour le terrorisme, c'est aussi beaucoup d'argent qui est détourné. Eh bien, Ali Abdallah Saleh se dit, mais qui est ce trublion qui m'emmerde avec les Américains? Eh bien, au lieu d'établir un dialogue avec cette frange-là, qui est minoritaire à l'époque, eh bien, on va arrêter tout le monde. On va arrêter ce Hussein, et puis on va arrêter tous ses partisans, puis on va les mettre en prison, et puis on va les faire taire.
Et donc il y a des arrestations, des exactions qui sont commises contre ces jeunes-là, qui ont des revendications qui sont anti-impérialistes et qui sont vraiment anti-xénophobes envers les juifs, etc., mais qui est un discours qui résonne avec, à l'époque, la fin d'un panarabisme et de revendications dans la région qui dénoncent, par exemple, l'invasion américaine en Irak, etc., etc. Et donc, ça va de pair avec une certaine époque, en fait, un certain discours. Et donc, c'est pas... le régime d'Ali Abdallah Saleh aurait certainement dû écouter, quand même, cette jeunesse qui s'insurge. Et au lieu de ça, donc, il y a ces arrestations et cette répression. À l'époque, l'Iran ne joue aucun rôle. Non, à l'époque, il n'y a aucun rôle de l'Iran. Et d'ailleurs, Ali Abdallah Saleh joue sur ça, en disant, ce mouvement-là qui s'est... Parce qu'en réponse, évidemment, ce mouvement a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est armé. Il y a eu une insurrection. Donc, on emprisonne des gens, on torture des militants au nom de la liberté d'expression. Ces gens prennent les armes et une insurrection naît, militaire, contre le gouvernement yéménite. Et donc, à ce moment-là, quel était... Non, je disais juste l'Iran ne joue aucun rôle voilà. À ce moment-là. Quoi. Et donc, à ce moment-là, le gouvernement Ali Abdallah Saleh dénonce ce mouvement en disant « Mais en plus, vous voyez, ce mouvement-là veut faire renaître l'imama. » Alors, qu'est-ce que l'imama? L'imama, c'était c'était avant, en 1962, et la République du Yémen du Nord, c'était une république, c'était une théocratie zaïdite avec un imama, un espèce de pouvoir extrêmement conservateur basé sur le zaïdisme. Et donc, Ali Abdallah Saleh dénonce ces gens-là en disant ils mettent en péril la République, l'unité du Yémen, sa démocratie, son pluralisme politique, son prétendu pluralisme politique, parce que ces gens veulent recréer l'imamate, alors qu'à l'époque, pas forcément. Et surtout, ces jeunes-là sont soutenus par l'Iran. Et donc il sort de ce chapeau à la fois cet anti-impérialisme américain, donc en décrivant ce mouvement comme terroriste, et en plus en disant il est soutenu par l'Iran, et donc il obtient la faveur des pays du Golfe et le soutien aussi de l'Arabie Saoudite, qui a peur de voir une petite révolution ou un État croupion se former à sa frontière, qui est soutenu par l'Iran. Mais à l'époque, c'est pas vrai. À l'époque, à part quelques personnalités intellectuelles, religieuses qui avaient fait ses études à Saada, à Qom en Iran, il n'y avait pas... On ne peut pas dire, il n'y a pas de preuve d'un soutien militaire, financier de l'Iran pour ces jeunes-là, pour cette jeune insurrection. Et d'ailleurs, dans le mouvement théologique zaïdite, tout ce que Hussein dénonçait, les vieux croutons qui sont en barbe et qui écrivent, etc., des pages et des pages de théologie, ces personnalités théologiques du mouvement zaïdite ne sont pas d'accord, toutes d'accord, et ne sont pas... dénonce même les discours violents de Hussein. Et donc, un mouvement assez insurrectionnel naît dans le nord du pays comme ça. Et ça, c'est en 2004 jusqu'en 2010. Alors, il y a eu plusieurs rounds de guerre contre le gouvernement d'Ali Abdallah Saleh à ce moment-là. Jusqu'en 2010. Et d'ailleurs, c'est entre 2009 et 2010 que l'Arabie Saoudite rentre en jeu militairement contre ce mouvement, déjà à l'époque. Ensuite, il y a le printemps arabe, le gouvernement est destitué petit à petit par rapport à toutes ces manifestations qui ont eu, puisqu'il y a une partie de la population qui n'en peut plus de ce pouvoir d'Ali Abdallah Saleh, de son autoritarisme, etc., de sa corruption, voilà. Et donc ça, c'est une partie de la jeunesse, puis après, ça fait des émulations politiques. Et à ce moment-là, le mouvement des Houthis est très peu connu quand même de tout le reste de la population. On voit ça comme un mouvement qui a fait la guerre, un mouvement un peu marginal, qui a fait la guerre contre le gouvernement. Peu de Yéménites savent qui sont réellement les Houthis. Et les Houthis profitent en fait du printemps arabe pour descendre dans la rue, parfois à Sanaa, et puis monter sur scène
et faire des discours populistes en dénonçant la corruption du gouvernement et donc en démocratisant un peu leur mouvement qui était vu comme une secte à l'époque, un peu, leur mouvement pour devenir un peu plus populaire. Voilà. Et ils ont un discours qui fédère un peu plus qu'avant, c'est-à-dire que les jeunes les rejoignent, des jeunes qui ne sont pas forcément zaïdites, qui ne sont pas forcément pro-Houthi. Et le mouvement a pris le nom de Houthi, puisque Hussein Badreddine al-Houthi est mort, a été tué dans les affrontements en 2004 avec le gouvernement. Et donc, en son hommage, ses partisans ont pris son nom, Houthi. Donc Voilà. ils incarnent un peu la révolution arabe là. Alors, ils incarnent pas le printemps arabe, ils sont un peu minoritaires dans tout ça, mais le gouvernement étant extrêmement faible, Ali Abdallah Saleh est destitué par un dialogue avec les pays du Golfe, et donc il y a un compromis qui est fait, et donc il quitte le pouvoir, mais en fait pas vraiment. Il est toujours là. Il y a un nouveau président qui arrive, Hadi, qui n'est pas forcément extrêmement charismatique, et il y a toujours des contestations. Et puis il y a quelque chose qui apparaît, qui est extraordinaire, je trouve, et qui a été utopique, enfin pas utopique, qui aurait pu bien se passer, mais ça ne l'a pas fait, c'est la conférence de dialogue national. Et ça, c'était peu avant, une année ou deux ans avant le coup d'État des Houthis. En fait, c'était de créer une nouvelle constitution pour tout le Yémen, pour tous les Yéménites, beaucoup plus inclusive par rapport aux particularités tribales, géographiques, historiques et identitaires de tous les Yéménites. Donc tous les Yéménites sont venus autour d'une table pendant un an à Sanaa, ont fait des réunions, des discussions pour écrire une nouvelle constitution qui allait inclure toutes les particularités de ce pays. Parce que quand on parle de pays... le Yémen est un pays qui n'a jamais voulu être un pays, finalement. Il y a eu le Yémen du Sud, qui s'est créé en 1967, donc c'était des socialistes qui venaient d'Égypte, qui ont éjecté les Britanniques et qui ont brutalisé toutes les identités qui existaient avant, parce que le protectorat britannique avait passé des marchés avec à peu près 33 entités qui existaient à l'époque, donc c'était des sultanats, des sultans, des chefs tribaux, qui avaient leur territoire depuis des siècles et des siècles, et il y avait une identité très forte dans tout le Yémen du Sud. Et donc les socialistes sont arrivés, et ils ont imposé à tous ces sultans de céder leur territoire et de s'unir en faisant le Yémen du Sud. Et ça a été très violent, certains sultans ont été condamnés à mort, etc. etc. Certains sont partis en exil, donc il y a eu une souffrance en fait dans le Yémen du Sud pour cette unification de tout ce pays en 1967. Ensuite, en 1990, il y a eu l'unification du Yémen du Sud avec le Yémen du Nord, ça a été plus une absorption du Nord par le Sud, un peu comme l'Allemagne de l'Ouest avec l'Allemagne de l'Est, l'Allemagne de l'Ouest qui a mangé l'Allemagne de l'Ouest. Du Sud par le Nord, Voilà. pas du Nord par le Sud. C'était une absorption du Nord par le Sud. C'est le Nord qui a mangé le Sud économiquement, oui. etc. Et il y a eu un vécu de la part des sudistes comme une grande injustice de cette unification qui n'a pas été juste finalement, aussi bien d'un point de vue politique que économique. Et tout ça a été en fait le Yémen en tant que tel qu'on connaît, le pays unifié, s'est fait dans la violence. Il y a une guerre civile aussi. Ce pays s'est fait dans la violence. Il y a eu une guerre civile en 1994 aussi, puisque une partie des sudistes ne voulait plus être unique, d'être associés au Yémen du Nord, donc voulait refaire sécession. Et donc le Nord a maté cette rébellion avec une partie du Sud aussi, qui s'était fait la guerre en 86, puisqu'il y a dans le sud du pays deux clans qui se détestent, les Umra et les Torkma, qui sont deux clans qui viennent de deux parties géographiques du Yémen, une un peu plus à l'ouest, une un peu plus à l'est, qui se sont fait la guerre en 86. C'était une guerre qui a duré quelques semaines et qui a fait 10 000 morts, qui a été extrêmement violente. Et donc on la retrouve, cette guerre, en 94, avec les Umra qui veulent se détacher du Yémen, de ce Yémen unifié. Et non,
plutôt les Torma qui veulent se détacher du Yémen unifié, et les Umra qui, avec les forces du Nord, veulent mettre à terme cette rébellion et garder le Yémen unifié. Alors, je vais vous faire raccourcir parce que sinon on va être trop long. Oui. Donc, 2015, les Saoudiens et les Émiratis Voilà. se mettent d'accord pour intervenir contre Et donc, la rébellion. Tout ça pour dire que les Houthis, dans ce gouvernement qui était extrêmement, on l'a bien vu, pas du tout unifié, où il y avait des fractures importantes au sein même de ce gouvernement, eh bien les Houthis envahissent très rapidement, militairement, le Yémen. Et donc, ils arrivent jusqu'à Aden. Il y a une partie de l'armée nationale yéménite qui rejoint les Houthis, parce qu'on se dit qu'il n'y a pas que les Houthis qui ont pu prendre le Yémen, il y a une partie de l'armée nationale qui rejoint les Houthis à un moment donné, avec Ali Abdallah Saleh, qui lui avait été mis sur la touche par les pays du Golfe, et donc revient dans l'équation, se dit, moi j'ai fait la guerre aux Houthis pendant très longtemps, mais en fait je vais les rejoindre parce que je veux retrouver le pouvoir en fait. Et donc il rejoint cette rébellion Houthi. Et donc les Houthis arrivent jusqu'à Aden, donc jusqu'au sud, extrême sud, et la deuxième plus grande ville du pays. Et donc là, il y a quand même une crainte de la part des pays du Golfe que les Houthis saisissent ce port qui est à l'entrée de la mer Rouge, la mer d'Arabie, le détroit de Bab el-Mandeb, ouais, s'il vous plaît. Donc tenir le port d'Aden, c'est un port extrêmement stratégique. Il y a un flux maritime pétrolier qui passe là constamment. Et donc, que les rebelles tiennent ce port, c'était très dangereux. Et donc, à ce moment-là, les Houthis sont déjà dans Aden. Il y a des combats qui sont extrêmement violents entre... On utilisait ça pour pointer. Ah oui, d'accord. Ok, merci. Donc oui, là, on voit bien Aden. Et donc, les Houthis, à la base, venaient de Saada. Donc, ils sont descendus, ils ont pris Sanaa, ils sont descendus jusqu'à Ib, Taez, Lahaj, et ils étaient à Aden. Donc on voit bien qu'il y a eu une percée très importante dans les défenses du gouvernement qui avait fui en fait. Et à Aden, il y avait une espèce de petite résistance d'Adénites, de gens qui venaient de partout pour résister contre les Houthis, mais c'était une résistance qui était désorganisée. Il y avait y compris Al-Qaïda et Daesh qui s'étaient unis avec cette résistance pour repousser les Houthis. Et donc, la coalition rentre en lice en 2015, en mars, si je ne dis pas de bêtises, 2015, pour repousser les Houthis, parce que les Houthis sont sur le point de prendre Aden, et ce port important. 35% du pétrole mondial passe par là. Et donc, la coalition arrive, des bombardements, dépêche des forces spéciales émiraties sur place, et arrive à repousser les Houthis jusqu'à Al-Dalea, ici, là. Pour les gens qui ne voient pas le pointeur. Ah, d'accord. Al-Dalea, vous voyez, c'est un peu plus au nord de Lahaj, et c'est donc la coalition arrive à repousser les Houthis jusqu'à ce gouvernorat-là. Un tiers du pays, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, la coalition a sauvé le gouvernement. Aujourd'hui, si la coalition n'était pas intervenue en 2015, tout le pays, je pense, serait tombé à peu près aux mains des rebelles Houthis. Et les rebelles Houthis, aujourd'hui, ça fait quand même depuis quelques années qu'ils gèrent un proto-État, le Nord. Avec la souris. Donc, on voit tout le vert là. Tout le vert, c'est les Houthis. Voilà, tout le vert sur la carte, c'est les Houthis. C'est le territoire tenu par les Houthis militairement. Et ils ont créé une administration politique. Avec un régime qui commence à ressembler de plus en plus au régime théocratique de l'imama, avec aussi des méthodes répressives, avec également un imaginaire duodécimain chiite qui est importé de l'Iran, de plus en plus omniprésent, alors que ça n'existait pas auparavant. Et pour le coup, une aide iranienne importante. Une aide militaire iranienne importante ou pas, ça c'est difficile à mesurer, mais en tout cas une aide militaire iranienne qui s'est accrue quand la coalition est entrée en lice. Parce que les Iraniens se sont dit, oula, on flaire quelque chose d'intéressant, là, la coalition saoudienne et émirati rentre en lice, ce sont nos ennemis dans le Golfe, on va venir en aide aux Houthis. Et c'est comme ça que l'aide iranienne s'est mise en place, mais plus tardivement qu'on peut le penser.
Et donc aujourd'hui, tout l'État que vous voyez en vert, là, c'est le plus grand foyer de population au Yémen. Hein. C'est là où il y a les plus grandes populations, et notamment la capitale Sanaa, qui est tenue par les Houthis. Donc les Houthis ont mis en place un espèce de régime extrêmement violent, où la liberté de la presse, la liberté d'expression est violemment réprimée. Il y a des arrestations arbitraires, des exécutions publiques, et puis évidemment un pouvoir qui va dans un sens unique. Voilà. Et aujourd'hui, le gouvernement est aux abois. On voit bien que... et il est même très divisé. Et c'est pour ça que je voulais montrer cette carte, c'est que les couleurs montrent que le gouvernement tient une grande partie du pays. Ce sont des parties qui ne sont pas forcément peuplées. Et au sein même de ce gouvernement, il y a des scissions qui ont été réalisées. Par exemple, là, la partie marron, donc Lahaj, Abyan, Chabwa, cette partie-là, ce sont les sudistes, donc des gens qui étaient nostalgiques du Yémen du Sud au sein de ce gouvernement-là, qui ont fait sécession avec le gouvernement yéménite, et donc qui ont pris à partir de l'été 2019 les armes, qui se sont carrément retournés contre le gouvernement qui était déjà aux abois, pour faire sécession et prendre Aden, Lahaj, et puis petit à petit Abyan, pas entièrement, et aujourd'hui Chabwa. Voilà. Et donc on voit bien, il y a des guerres, y compris au sein même du gouvernement et de la coalition anti-Houthi, puisque les Saoudiens ne soutiennent pas ce mouvement-là, c'est plutôt les Émiratis qui soutiennent le mouvement sudiste, sécessionniste. Et donc même au sein de la coalition du Golfe, il y a eu des bisbilles sur l'intervention au Yémen, où l'Arabie saoudite n'est pas d'accord avec les Émirats, en tout cas dans la gestion du Yémen. J'essaie de gérer le temps aussi. Oui, oui. Depuis au moins 2 ans ou 3 ans, on entend dire que les Saoudiens veulent se retirer, veulent trouver une solution, que les Américains ne sont plus favorables à la poursuite du conflit, etc. etc. C'est-à-dire, ce qu'on ne comprend pas, c'est pourquoi, étant battu, pour dire les choses clairement, cette coalition ne se retire pas en trouvant une solution négociée qui permette de mettre fin au conflit. Je pense que pour l'Arabie saoudite, il y a un enjeu. L'enjeu principal pour l'Arabie saoudite, c'est de garder la face. C'est-à-dire ne pas quitter le Yémen du jour au lendemain, abandonner le gouvernement du jour au lendemain et céder à peu près tout aux rebelles Houthis. Donc pour l'instant, l'Arabie saoudite est beaucoup moins active sur le terrain, et même dans ses bombardements, qu'autrefois. Les derniers bombardements remontent à février de l'année dernière. C'était des bombardements localisés sur Sanaa, en représailles de missiles qui avaient été lancés par les Houthis sur Dubaï et sur Abu Dhabi. Ça s'arrête là. Aujourd'hui, les Saoudiens au Yémen ont une présence qui est quasi fantomatique. Moi, quand je suis allé au Yémen là, en août et septembre, je suis allé sur la ligne de front de Marib, là où donc c'est la dernière ville tenue au nord par le gouvernement, qui est soutenue à bout de bras par la coalition. Donc il y a tout un tas de militaires de l'armée nationale, en tout cas ce qu'il en reste, et de tribus qui résistent contre l'invasion des Houthis, contre les offensives répétées. Et donc moi, quand je vais voir l'armée nationale, je leur pose la question sur la ligne de front: est-ce que vous êtes aidés encore aujourd'hui par la coalition et par l'Arabie saoudite? Eh bien, la réponse, c'est non. On a des armes qui sont vieilles, anciennes. La présence saoudienne, elle est quasi inexistante. Et en cas d'offensive extrêmement forte, peut-être que oui, on peut les appeler pour des bombardements, mais ça s'arrête là. Et donc, il y a une impression de la part de beaucoup de militaires yéménites qui se battent contre les Houthis depuis un certain moment, d'une lassitude de l'Arabie saoudite et d'un abandon progressif. Donc aujourd'hui, les Saoudiens... En fait, oui, mais les Émiratis sont partis, mais ont laissé derrière eux des milices qu'ils ont formées et puis des sécessionnistes qui avaient leur propre calendrier. Donc les Émiratis sont partis, mais eux, leur idée, l'agenda premier des Émirats dans l'intervention au Yémen, c'était pas forcément de repousser les Houthis, c'était de placer leurs pions sur toute la côte, là que vous voyez, la côte qui est quand même très intéressante,
toute la côte. Et donc là, ils sont à Lahaj, à Abyan, à Chabois. Ils sont également dans le sud de la Dramaout, là, parce que là, le jaune, là, les Hadrami Elite Forces, elles ont été formées par les Émirats et elles sont financées par les Émirats et elles sont aux ordres des Émirats. Et donc, en fait, les Émirats ne sont pas venus pour vraiment repousser les Houthis, mais surtout pour installer leurs intérêts au Yémen sur la côte yéménite du sud. C'est tout. Mais quand vous y étiez cet été, il y avait la trêve qui durait théoriquement en tout cas depuis avril, qui a duré jusqu'à la fin septembre. Pourquoi cette trêve ne s'est pas prolongée? Il y a eu une surprise même parmi tous les observateurs. C'est-à-dire que les gens pensaient qu'on était engagé vers une solution. Quoi. Alors, bon, cette trêve, elle était plus ou moins respectée par les rebelles, puisque quand j'étais sur le front, moi, à Marib, il y avait des roquettes qui étaient lancées assez souvent, et puis même des attaques de drones des Houthis. En face, les militaires avaient pour ordre, l'armée nationale yéménite avait pour ordre de ne pas riposter, donc ça crée une frustration chez eux. Et donc ça a été respecté de la part du gouvernement, un peu moins de la part des rebelles, mais cette trêve quand même a été un soulagement pour les civils dans les villes, donc il n'y a pas eu des missiles qui ont été lancés par les Houthis par exemple sur la ville de Marib, et donc ça a été un soulagement. Alors pourquoi cette trêve ne s'est pas prolongée ? Eh bien, c'est quand même difficile de savoir puisqu'on n'est pas dans le secret des dieux, parce que ce genre de discussion, de réunion, c'est quand même très, très, très spécial. Mais de ce que j'ai compris, en tout cas, c'est que les rebelles Houthis demandaient toujours plus de garanties, toujours plus de nouvelles demandes dans les négociations des trêves. Parce que cette trêve-là, elle a été conditionnée par tout un tas de choses, et la coalition et le gouvernement ont répondu favorablement aux demandes des Houthis, par exemple de rouvrir l'aéroport de Sanaa. Donc, parce que l'aéroport de Sanaa, depuis le début de la guerre, avait été fermé, et donc tout un tas de populations civiles ne pouvant pas se soigner correctement à Sanaa voulaient voyager, ou alors pour surtout aller voir leur famille ici et là en Égypte, etc. Donc un vol a repris entre Sanaa et la Jordanie. Il est toujours maintenu, si je ne dis pas de bêtises. Et donc ça, c'était une des conditions demandées de la part des Houthis pour cette trêve au gouvernement et à la coalition. Ça a été accepté par exemple par le gouvernement. Et donc le gouvernement, en échange, a demandé des choses aussi aux Houthis. Ben oui, parce qu'une trêve, c'est bilatéral, c'est pas unilatéral. Et donc c'était la demande du gouvernement, et c'était une demande humanitaire, et de la coalition, c'était de rouvrir la route entre Taez et Sanaa. On voit bien qu'une partie de Taez est encore tenue par le gouvernement. Et donc, pour les civils qui habitent à Taez, qui veulent aller dans le nord, et inversement, les gens du nord qui veulent aller dans la partie gouvernementale, pour par exemple prendre un avion, puisque dans la partie gouvernementale, on peut prendre un avion pour l'Égypte ou la Jordanie, eh bien, l'idée était de rouvrir les routes entre Sanaa et Taez. Puisque les gens, en fait, empruntent aujourd'hui des routes qui ne sont pas des routes, qui sont des sentiers, qui durent des heures et qui sont extrêmement risqués, en voiture, en camion, etc. Et donc, d'un point de vue humanitaire, c'était très important d'ouvrir cette route. Les Houthis ne l'ont toujours pas fait. Ils n'ont toujours pas rouvert cette route, alors qu'ils avaient accepté de donner ça, par exemple, à la coalition et au gouvernement. Donc il y a une espèce de lassitude. Moi, j'ai parlé à Sultan al-Arada, qui est le numéro 3 du gouvernement yéménite aujourd'hui, qui est à Marib, qui est aussi le gouverneur de Marib, et je lui ai dit, mais c'était quelques jours avant la fin de la trêve, et donc il y avait des négociations. Fin septembre. Il y avait une lassitude de sa part, il me disait, mais nous, on a donné des gages aux Houthis, c'est à eux de nous en donner, ils ne nous en donnent toujours pas, mais ils nous en demandent encore plus. Donc, voilà. Et est-ce qu'il y a, de la part des Houthis, ils sentent qu'ils ont quand même la main, c'est-à-dire sur les négociations, qu'ils sont en position de force, que militairement, ils ont repris toutes les parties les plus peuplées du pays, que militairement, ils ont défait la coalition. Donc, est-ce que pour les Houthis, ce n'est pas une manière de s'imposer, de continuer à montrer les muscles en disant, mais de toute façon, si vous n'acceptez pas nos conditions, nous, on continuera la lutte armée et puis on continuera de vous affaiblir. Et de toute façon, en voyant la réaction de l'Arabie Saoudite qui s'est retirée, mais pas entièrement, mais qui se retirait militairement, qui est moins actif au Yémen, eh bien, cela pousse les Houthis à continuer ces négociations fermes et à ne pas donner de lest, en fait.
Avant de passer la parole à nos amis ici en ligne pour leurs questions et de débattre avec eux, j'ai une chose qui m'a frappé quand on a parlé un tout petit peu tout à l'heure. Bon, j'ai rappelé en introduction combien c'était une crise humanitaire grave, mais j'ai eu la sensation que, à votre avis, comme reporter qui étiez sur place, disons qu'il y a eu des discours un peu alarmistes. Oui. De la part de l'ONU, du PAM, de l'UNICEF, etc. Par exemple, vous dites qu'il n'y a pas de famine. Il y a une insécurité alimentaire, mais on ne peut pas parler de famine au sens du mot famine, c'est-à-dire où des milliers et des milliers de gens meurent de faim, au sens propre. C'est-à-dire, c'est sûrement un des éléments que nous, à distance, on comprend mal. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une pression considérable du fait d'une situation humanitaire absolument incontrôlable, ou bien est-ce qu'on est quand même, avec la trêve qui a, pendant 6 mois, pacifié relativement les choses, bref, vous avez l'impression qu'on n'est pas... Oui, alors on associe souvent le Yémen au mot famine, et je trouve ça, c'est une erreur, c'est dommage. En tout cas, les Français... Bon, moi, comme je suis allé plusieurs fois au Yémen, j'ai été approché par des télés qui voulaient aller au Yémen également. Et le premier sujet qu'ils voulaient faire, c'était un sujet sur la famine. Bon, c'est déjà méconnaître ce pays. Pourquoi dites-vous ça? Ouais, alors, c'est assez étrange, parce que c'est vrai que la première fois que moi je me suis rendu au Yémen, j'avais une discussion avant de partir avec le chef du service, le chef d'MSF au Yémen, qui me disait, je lui ai parlé de la famine, je lui ai dit je veux faire un sujet là-dessus. Il me dit mais il n'y a pas de famine. Donc là, je suis tombé de 6 étages et je me suis dit, mais comment ça, il n'y a pas de famine? Il y a des rapports quand même d'organismes internationaux très sérieux qui parlent de famine, mais c'est toujours des risques de famine. Et effectivement, il y a des risques importants, puisque quand on parle de millions et de millions de déplacés, c'est des gens qui ont tout perdu, qui ont perdu leurs revenus, et donc qui s'amassent dans des camps, et ces gens ont beaucoup de bouches à nourrir, et c'est pas toujours facile dans des zones désertiques de trouver à manger, de trouver des ressources. Surtout, on parle d'un pays qui était déjà très pauvre avant la guerre, qu'il l'est encore plus avec la guerre. Donc, et puis en plus, on parle parfois de zones qui sont sous embargo. Alors, voilà. Donc moi, je suis tombé des nues. Et c'est vrai que je pense que c'est le rôle d'un reporter aussi, de se rendre sur place et de décrire des réalités, ou parfois de nuancer des réalités qui ne sont pas vraiment des réalités. Donc, en me rendant à Marib, c'est quand même la ville qui a absorbé le plus de déplacés dans tout le pays. Tous les gens qui ont fui la répression des Houthis, les bombardements de la coalition, sont allés à Marib. Et c'est une ville qui faisait une rue il y a quelques années et qui aujourd'hui est une ville gigantesque. La ville, pour vous dire, a absorbé entre 1,5 million et 2 millions de déplacés. Avant, le gouvernorat faisait 400 000 habitants. Aujourd'hui, on est à 2,8 millions. Donc vous voyez, et donc moi je me suis rendu dans des camps gigantesques, des camps de déplacés que j'avais jamais vus, de cette taille-là, avec des gens qui vivent avec pas grand-chose, des tentes ici et là. Et puis Marib, on parle d'une zone quand même, hormis le barrage, où il y a un petit peu d'agriculture, d'une zone très désertique. Ces camps sont sur des espèces de grandes collines avec des pierres noires, il fait très chaud, il n'y a rien qui pousse, c'est un peu compliqué. Et moi, en me rendant dans ces camps, je n'ai pas vu de famine. Je n'ai pas vu de gens qui mouraient de faim. Je n'ai pas vu d'enfants maigres. Je n'ai pas vu de... Voilà. Et vous parleriez plutôt d'insécurité alimentaire, c'est ça? Oui, bien sûr. Selon vous. Et quand j'ai discuté avec le coordinateur de l'action humanitaire sur place de Marib, yéménite, je lui ai posé la question, est-ce qu'il y a une famine à Marib? Est-ce qu'il y a depuis le début du conflit? Il m'a dit non. Mais évidemment, il y a des gens qui ne mangent pas à leur faim tous les jours. Et il y a des familles qui sont à un repas par jour maximum. Mais on ne peut pas parler de famille. Le mot famille, ce sont des milliers de gens qui meurent parce qu'ils n'ont pas mangé depuis 40 jours. Quoi. Et ça, c'est un mot qu'il ne faut pas brader. Et malheureusement, c'est difficile pour beaucoup de gens de se dire moi, on m'a plusieurs fois dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu dis n'importe quoi. Évidemment qu'il y a la famine au Yémen. Mais non. Mais ça ne veut pas dire que les gens ne sont pas en grande détresse de ce point de vue-là et que certaines familles ont du mal à manger tous les jours. Donc ça, c'est une réalité. Je ne sais pas mon rôle de défendre qui que ce soit ou d'attaquer qui que ce soit, mais au fond, on comprend bien que la responsable de l'UNICEF, par exemple, qui tire la sonnette d'alarme depuis longtemps, comme elle n'arrive pas à rassembler les sommes voulues, parce qu'on est quand même très loin, la communauté internationale n'a pas donné le tiers des sommes qui étaient prévues.
Bien sûr. en termes d'aide alimentaire. Hein. C'est l'ONU qui a défini. Moi, j'ai un l'ONU, chiffre, vous avez j'ai un des chiffre, hein. moi, parce que je me suis C'est peut-être pour ça qu'on tire la sonnette d'alarme aussi. J'ai un hein. chiffre sur l'année 2022, l'aide humanitaire a été réduite de moins 75% au Yémen. En 2022, je pense que c'est du fait qu'il y a eu la guerre en Ukraine et que cette guerre-là attire aussi beaucoup de dons et qu'il y a peut-être une lassitude de la part des donateurs au Yémen, mais moins 75%, c'est énorme. C'est beaucoup de programmes qui prennent fin, en fait. Vous êtes gentil en disant lassitude. On a quand même l'impression que la communauté internationale n'en a rien à faire dans la guerre du Yémen. Enfin, C'est une guerre éloignée. Disons les choses clairement. C'est quoi, une guerre éloignée et qui est complexe et qui est peu couverte par les journalistes parce qu'il est très, 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 très difficile d'y aller. Moi, à chaque fois que j'y vais, c'est un miracle. Hein. Je m'arrache les cheveux pour obtenir les papiers ici et là. Je ne suis pas du tout soutenu par, malheureusement, le ministère de l'Information yéménite, qui est quand même le gouvernement, qui pourrait, je ne sais pas, avoir quand même des choses à dire et des choses à raconter, donner surtout la parole aux Yéménites en tant que telle et qu'elle soit écoutée en France, par exemple. Eh bien, le gouvernement yéménite n'en a rien à faire, malheureusement. Et donc, c'est toujours très, très difficile pour moi d'y aller, surtout qu'il y a une coalition qui gère aussi la venue des étrangers au Yémen. Donc, moi, les conditions de mon entrée ne se fait pas sans le tampon, l'aval de l'Arabie Saoudite, par exemple. Donc, c'est elle qui gère ça aussi. Donc, ça, c'est pas normal également. Et donc, il y a très peu de journalistes qui arrivent à aller au Yémen. J'ai tout un tas de télés qui me contactent, qui me demandent comment aller au Yémen, parce qu'elles n'y sont jamais arrivées. Et ça, c'est pas normal. Et contrairement au conflit ukrainien, où il y a un gouvernement qui aide les journalistes, qui accueille les journalistes, qui veut médiatiser cette guerre-là, eh bien, c'est pas le cas pour le gouvernement yéménite, et c'est dommage. Alors, je propose qu'on vous remercie d'abord pour cette introduction. Moi, je suis très content qu'on puisse avoir aussi à cette place quelqu'un qui n'est pas un chercheur qui travaille depuis 30 ans, 40 ans sur le sujet, mais qui est un jeune journaliste et qui raconte ce qu'il a vu et ce qu'il a compris. Je trouve que c'est très, très positif. Donc, on va maintenant passer aux questions et aux réponses. Ici, dans la salle et en ligne, il y a aussi des questions, j'ai vu. C'est surtout des commentaires. C'est les commentaires, ok. Donc, c'est à vous. Vous n'oubliez pas qu'il faut attendre le micro, parce que sinon, quand on verra la vidéo, on ne comprendra plus de quoi il s'agit. Je voulais juste vous poser une petite question sur l'île de Socotra, qui a une position un petit peu géostratégique, même si elle est très loin de la côte africaine, 800, je crois, kilomètres. Est-ce que cette île a une importance et pour les Houthis et pour ceux d'en face, quoi. Une à une, les questions, ou plusieurs? Comment vous préférez? Une à une, c'est bien, non? Alors, allons-y, Qu'est-ce que vous en allons-y. pensez? Voilà. Alors, pour l'île de Socotra, c'est une bonne question. Et d'ailleurs, j'ai commencé à couvrir le Yémen à travers Socotra. Donc, j'y me suis rendu une fois. Et donc, oui, c'est une île extrêmement stratégique. Ça l'a toujours été. Mais ça a été aussi un fantasme. Hein. C'est-à-dire qu'il y a eu la Russie qui était à peu près à l'époque à Socotra. Et puis, on a parlé aussi à un moment donné des Émirats. Que Ali Abdallah Saleh avait loué l'île aux Émirats pour 100 ans, etc. Et que les Émirats ont voulu faire la nouvelle République dominicaine et en même temps mettre des bases militaires parce qu'elle est sur un endroit très stratégique du flux maritime pétrolier. Et en me rendant sur place, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'en 2020, il y a eu un coup d'État à Socotra. C'est-à-dire que le gouverneur a été démis militairement par les sudistes qui étaient soutenus par les Émirats. Donc, les sudistes aujourd'hui ont le pouvoir à Socotra, ont éjecté le gouverneur qui était qualifié de frère musulman, de corrompu, etc., chose qui n'est pas vraie. Et aujourd'hui, les sudistes ont la main sur l'île. Et les sudistes, pour avoir discuté avec eux de Socotra, m'ont dit qu'eux espéraient un soutien financier des Émirats. Alors, les Émirats avaient proposé, par exemple, de faire toute une grande corniche à Hadibou, la capitale de la grande ville de Socotra, une grande corniche, promettait des investissements, etc. Parce que les Socotris, comme beaucoup de Yéménites, et encore plus les Socotris puisqu'ils sont très éloignés de la côte et du gouvernement, donc c'est un petit peu loin, eh bien sont délaissés des investissements étatiques. Eh bien, il y avait une lassitude de la part des Socotris de ne pas voir d'argent du gouvernement et se disaient pourquoi pas, avec les Émirats, peut-être qu'on pourrait obtenir un peu plus d'infrastructures, puisqu'il y a quand même beaucoup de coupures d'électricité, il y a parfois des coupures d'alimentation de gaz et de pétrole sur l'île, de fuel.
Et donc, ils se sont dit, pourquoi pas les Émirats? Et sur place, je me suis rendu compte que non, en fait. Les Émiratis ont mis sur le trône des sudistes, mais les sudistes attendent toujours l'argent des Émirats. Et il n'y a pas eu d'investissement, ni foncier, ni de construction de bases militaires émiratis, ni de construction de grands hôtels. Pour l'instant, les sudistes attendent toujours et sont déçus. Et les Sokotris aussi sont déçus, enfin une partie des Sokotris qui soutiennent les sudistes sont déçus de cette absence d'investissement. Et il y a une base militaire sur place, mais qui est saoudienne. Et les Saoudiens agissent comme des faiseurs de dialogue entre les Sokotris qui sont totalement opposés aux sudistes et aux Émirats, et les sudistes, les Sokotris qui sont pour les Émirats. Voilà. Lucie? Merci beaucoup. Vraiment, c'est super ce que vous avez fait. Merci. Parce que, comme vous avez dit, le Yémen, c'est le pays inconnu. Et négligé, c'est la litote. J'ai été là pendant plusieurs mois, juste au début de la guerre, et j'ai parlé avec des journalistes à propos de ce qui se présentait, mais c'était pas vraiment arrivé. Mais ils m'ont parlé beaucoup de cette histoire derrière tout ça, parce que vraiment, pour comprendre les alliances et les ruptures, mais surtout que les Yéménites, il y a d'autres souffrances que la famine, les Yéménites ont vécu dans un pays qui était envahi par les autres. Envahi par les autres, par l'Égypte, par les Saoudiens, par la Russie. Et je vais vous poser une question parce que un spécialiste de l'histoire m'a dit que le monde ne comprend pas les vraies origines de ce mouvement Houthi, parce que pendant des années, les Houthis étaient marginalisés. Il n'y avait pas de clinique, il n'y avait pas de route, il n'y avait pas d'école, et on parle souvent du régime de Imamat, mais en fait, le peuple Houthi vivait et demandait du gouvernement. Délaissé, quoi. Bien sûr, oui, oui. Mais vraiment, ont beaucoup souffert. Bien sûr. Et donc, quand vous avez parlé du durcissement progressif de ce mouvement rebelle... Ça s'est fait sur ce genre d'injustice aussi, évidemment. Je crois qu'il faut se rappeler que le durcissement, surtout parce que la réponse à leur demande était bien sûr, pas écouté. Tellement violente. négative. La répression. Ouais, Merci beaucoup. Tout à fait, oui, oui, c'est vrai. Allez-y, Quentin, si Oui, vous voulez développer. Oui, c'est tout à fait vrai. Saada a été longtemps une enclave abandonnée par le pouvoir central et les politiques sociales, etc., etc. Et donc ce sont des gens qui se sont sentis marginalisés par le pouvoir, et donc ça a créé une espèce de colère et d'incompréhension et de haine qui a été ensuite nourrie par les discours de Hussein à l'époque. Voilà. Mais tout à fait vrai, oui. Si vous me permettez, parce que c'est vraiment une question très importante. Moi, je ne connais pas le Yémen proprement dit. J'y étais il y a longtemps, mais mes connaissances sont très... Mais je trouve que c'est un exemple typique du débat qui est un débat très actuel, qu'on mène, par exemple, dans l'État du Monde avec Bertrand Badi. La géopolitique n'est pas le seul angle d'approche d'un conflit. Si on s'en tient à la géopolitique, on ne comprend rien. Jamais. Parce qu'alors, c'est Nasser, qui était nationaliste arabe, qui s'était attaqué au Yémen du Nord, qui était monarchiste, et puis les Russes s'en sont mêlés, et il y a eu une république socialiste du Yémen. Mais on ne comprend rien. Les Saoudiens, à l'époque, soutenaient les loyalistes à l'imama contre Nasser. Donc ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, ils sont opposés à ce genre de... Donc ce que je trouve intéressant dans votre témoignage, c'est qu'on voit bien que tous les phénomènes dont on parle sont d'abord des phénomènes liés à des situations économiques, sociales, historiques, religieuses, idéologiques, et très yéménites. Mais yéménites, voilà. On est d'abord dans le Yémen. Moi, je pense qu'on ne peut pas expliquer le Yémen à travers la géopolitique. C'est pas possible. Voilà. Enfin, en tout cas, ce qui se passe aujourd'hui au Yémen à travers la situation géopolitique. Mais au fond, c'est un exemple presque caricatural de ça. Bien sûr, totalement. D'autres...
vous avez répondu là. Ah bon, d'accord. Évidemment, c'était sur cette question de Nasser et puis de. D'accord. Voilà. Derrière, voilà, je vois 2 questions. Bonjour, Mustapha Al-Jabzi, yéménite ou d'origine yéménite. Je suis doctorant en sociologie. Je travaille sur les yéménites aussi. Donc, je suis très content d'assister. Parlez un peu plus fort. Parce que, Ok. voilà. Je suis très content d'avoir cette présentation qui émerge du terrain au lieu de s'imaginer et de continuer à reproduire les mêmes images de la guerre telle qu'elle était conçue ici en Europe ou en France. Donc, c'est vrai, c'est très compliqué. Je rejoins tout à fait madame qui a dit l'histoire a un poids très important. Et il fallait vraiment aller dans le détail pour comprendre. On ne peut pas aller directement aux synthèses ou au résumé pour abréger ce qui se passait. C'est très compliqué. D'abord, c'est yéménite ou yéménite. Après, il y a l'échelle régionale et là, l'échelle internationale. Exactement. Un peu, moi, permettez-moi de faire quelques commentaires. C'est tout à fait rejoindre ce que Quentin Mellard a dit. Le zaïdisme, en fait, il n'y a pas un peuple outil. Non, Il n'y a pas. Il y a un peuple yéménite qui a des identités. C'est très compliqué à expliquer dans l'histoire. Il y a cet esprit yéménite qui gère au-delà du Yémen, mais il n'y a pas un peuple outil. En plus, le zaïdisme, ce n'est pas... le zaïdisme, pour l'expliquer, il y a le zaïdisme tribal, il y a le zaïdisme plutôt ethnique. Au Xe siècle, il y a un groupe qui est venu au Yémen, a fondé le zaïdisme. Ce sont des Hachimites. Et donc, ils ont fait développer une idée religieuse politique qui est le zaïdisme, où il y a l'imama. L'imama a connu sa fin dans les années 62, mais a continué quand même dans l'esprit. Hussein al-Houthi, qui était formé en Iran, son père n'a pas reconnu la République jusqu'en 2000. Et donc, il était encore se représentant en tant qu'héritier de l'imama et se comportait à Saada comme imam. C'est vrai que Saada était marginalisé, mais ne pas Saada. Maghreb était beaucoup plus marginalisé et même diabolisé par rapport... les Yéménites voyaient les gens du Maghreb comme des pirates, alors qu'ils n'étaient pas du tout. On voit qu'ils ont reçu 2000, hein, c'est très généreux de la part d'eux. Mais le Yémen ensemble, si on voit les indicateurs de développement, c'est un pays se développer. Donc il n'y a pas... Peut-être la capitale bénéficiait un petit peu de quelques services. Sinon, les autres gouvernements, c'est pareil. Les gens de Saada n'avaient pas de service. Enfin, il y avait des écoles, il y avait un hôpital. Il y a un hôpital qui était payé par l'Arabie Saoudite. Hein, c'est ce qui est étrange à Saada et à Haja. Mais les gens de Saada ont bien, vu leur zone géographique, ont apprécié le fait d'être loin et enveloppé par cette idée de l'imam. Moi, je trouve qu'il y a quelques pathologies politiques qui continuent. Et c'est pour cela qu'il y a toujours la guerre. Déjà, il y a la haine. Les Yéménites n'arrivent pas à tourner la page. Ouais. Et l'histoire toujours continue, d'accord ? Il y a la pauvreté, il y a un désir de pouvoir pour tout le monde. Après, ce désir de pouvoir est nourri par les uns et par les autres. Je voudrais souligner l'importance de l'ingérence des Iraniens, qui n'est pas vue, qui n'est pas conçue, et ça datait depuis la création de la République islamique en Iran. Hussein a été dès les années 80, fin des années 80, il était formé en Iran, pas le fondateur du mouvement houtite, pas que, mais même en 2008-2007, le Yémen, à l'époque le régime de Saleh, a décidé de fermer un hôpital iranien et d'autres services iraniens accusés de financer les Houthis. Maintenant, chaque 3 mois à peu près, les forces internationales qui sont dans la mer interceptent des cargaisons d'armées iraniennes. Mais on ne le voit pas, on n'en parle pas. Donc, ça ne suffisait pas de voir la guerre de cette façon géopolitique, mais il faut vraiment aller au-delà. Merci, je suis désolé de prendre plus de temps. Merci, vous voulez commenter, Quentin Non, merci Mustapha pour ça, et je le rejoins sur la haine cyclique en fait, et les Yéménites qui ont du mal à passer à autre chose après des années de conflits qui sont parfois très régionaux, très localisés. Et on en parlait la dernière fois ensemble, et il me disait à quel point, je me disais, mais est-ce que les jeunes, quand ils écoutent leurs aînés parler de ces guerres qui sont très lointaines, qui sont parfois, je sais pas, est-ce qu'elles inspirent cette jeunesse qui est aujourd'hui connectée sur le monde, etc.
des choses très, très, très vieilles liées à des religions, liées à des conflits tribaux, etc. C'est la guerre de 14, quoi. Hein, voilà, nous, c'est ça, voilà, exactement. Est-ce que ça intéresserait la jeunesse? Eh bien, apparemment, si. Apparemment, si. Les jeunes, on leur parle et reparle de ça, de ce vieux grief qui a existé il y a très, très longtemps. Parfois, ça remonte à très, très, très loin. Notamment à Marib, j'avais rencontré ce chef militaire, Bouhaybi, de la tribu Al-Mourad, qui me disait « Nous, on défend le district de Rahaba contre les Houthis. Et on est prêt à mourir pour le district de Rahaba. » Et je lui dis « Mais qu'est-ce qu'il y a eu dans le district de Rahaba ?» Mais oui, c'est le district qui a donné naissance à Kardei, qui est cet homme qui a tué l'imama, qui a assassiné l'imama, l'un des derniers imamas en 1948. Et donc nous, on veut défendre ce district, et les Houthis veulent absolument reprendre ce district parce que c'est là où est né l'assassin, le traître, quoi, qui a tué l'un des derniers imamas. Et en 1948, quoi. Et Bouhaybi, ce vieux commandant, il était toujours là-dedans, et ses fils, il a perdu 4 fils pour défendre ce district, qui sont morts pour défendre ce district. Et on se dit, mais jusqu'où ça va continuer? C'est une toile de fond. C'est une toile de fond, c'est des vieilles histoires, des vieilles rancunes. Et on voit bien que c'est très yéméno-yéménite, comme tu disais. C'est pas du tout géopolitique, hein, finalement, cette guerre. Et c'est très civil, c'est une guerre vraiment civile. Une autre question? Ou opinion Bonjour, Brahim Kaz, doctorant-chercheur sur l'Arabie Saoudite. Une question de prospective sur l'unité du Yémen, parce que vous avez évoqué le Yémen du Sud, le Yémen du Nord. Pensez-vous, enfin c'est plus une intuition, d'un risque d'une nouvelle sécession, notamment qu'aujourd'hui, me semble-t-il, que l'Arabie Saoudite et les Émiratis ne regardent plus du tout dans la même direction. Bien sûr. Vous aviez évoqué Socotra, moi j'y avais été très proche en 2020. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite et les Émiratis sont de plus en plus en concurrence. Alors, ils sont en concurrence, et puis il y a eu surtout une très très grande tension entre eux. Puisque quand les Saoudiens se sont rendus compte qu'en fait l'agenda émirati, c'était pas du tout de repousser les Houthis, c'était de créer leur propre... Enfin, État croupion du Sud avec leurs propres intérêts, bah, les Saoudiens n'étaient pas vraiment contents. Donc ça a créé des tensions entre ces deux pays alliés, le Yémen. Hein. Alors aujourd'hui, je pense que les tensions sont un peu plus calmées. Je pense que l'Arabie Saoudite a accepté que, eh bien, il y a un État sudiste qui se forme. Et vous avez parlé de sécession. Il y a déjà pour moi une sécession qui s'est faite. Et d'ailleurs, on peut parler plus d'une sécession. Il y a 3 pays aujourd'hui au Yémen, je dirais. Et potentiellement, plus tard, plus que 3. Mais pour moi, là, il y a 3 pays qui se dessinent. Il y a cette espèce d'État houthi, un peu voyou, hein, parce que c'est quand même un État voyou. Ça deviendra un État voyou dans le futur, je pense, malheureusement. Il y a l'État du Sud, le Yémen du Sud, avec le CTS, le Conseil de transition du Sud, qui est le mouvement sécessionniste armé et aidé par les Émirats, soutenu. Et puis, il y a quelque chose qui est en train de se former, qui est quand même fantastique. Je vais écrire plusieurs sujets là-dessus, sur la ville de Marib. Parce que Marib, historiquement, ce n'est pas le Sud, donc les sécessionnistes n'ont aucune velléité sur Marib. Et puis, ce n'est pas les Houthis non plus, puisqu'ils sont en train de défendre cette ville et ce territoire-là. Et à Marib, il y a aussi 2 millions de Yéménites qui ne veulent pas vivre sous les Houthis et qui sont arrivés dans cette ville, et qui viennent de partout du Yémen, qui sont venus avec leur talent, leur savoir-faire, leur culture différente, leur identité différente. Et c'est devenu une ville gigantesque, un phare dans la nuit, avec un gouverneur qui a une excellente réputation, Sultan Al-Arada, qui est réputé pour ne pas être corrompu, qui croit en la liberté de la presse, etc. Et qui, lui, s'entend très bien avec les Émirats et les Saoudiens, les Émiratis avec les Saoudiens. Et donc, Marib, ça peut devenir un 3e Yémen, en tant que tel, puisque ça sera ni sudiste, ni houthi. Donc, on verra. Mais pour l'instant, moi, il y a 3 Yémen qui se dessinent. Dans votre description, à part Marib, évidemment, on retrouve quand même... C'est pas comme artificiel. Ça correspond à des réalités du passé. Parce qu'il y a eu un Yémen du Nord, qui était un Yémen monarchique, très conservateur, pour ne pas dire réactionnaire, etc. On a, vous dites, cet État du Sud que les Émiratis voudraient installer, mais ça a existé, le Yémen du Sud. Même s'il était très proche des Soviétiques pendant une longue période. Mais quand même, c'est intéressant de voir que c'est dans les traces du passé
que s'inscrivent des réalités nouvelles qui sont Bien sûr, nouvelles, bien qui sûr, n'ont- bien qui sûr. n'ont pas de rapport direct, quoi. Bien sûr. Mais quand même, le passé compte, quoi. Hein. Mais là, quand j'y étais, par exemple, en août, au Yémen, il y avait une guerre à Chabois entre des gens de Chabois. Alors, le Chabois, est-ce qu'on peut remettre la carte, s'il vous plaît ? Je vais vous montrer où c'est. Entre des gens qui ne voulaient pas, en fait, appartenir aux sudistes, aux sécessionnistes. C'est celle-là. Ouais, À c'est gauche, celle de à gauche, gauche. à gauche. Voilà. Chabois, c'est ici. Donc, Ah ouais. à Chabois, il y a eu une guerre entre des gens qui ne voulaient pas être avec les sudistes, qui ne voulaient pas être sous la tutelle des Émirats et du mouvement CTS, et des gens de Chabois qui voulaient être sous la tutelle des Émirats et qui sont un partisan d'un Yémen du Sud. Et donc, à Chabois, il y a eu une guerre très, très violente, hein, et même les avions des Émirats, l'armée émirati a bombardé ces rebelles, ces Yéménites, ces Chabouani qui ne voulaient pas appartenir au Yémen du Sud. Donc il y a eu un combat carrément. Et donc ça renforce qui ? Ça renforce les Houthis. Puisque dans le camp du gouvernement, il y a des tensions, il y a des guerres qui remontent à très loin. Puisque cette guerre entre ces sécessionnistes et ces gens qui ne veulent pas appartenir à ce Yémen du Sud, c'est un peu l'héritage de cette guerre de 86 et 94, des Umra et des Torma. Et c'est ça, quoi. Et aujourd'hui, cette guerre-là, on n'en a pas parlé. Ça a duré quelques semaines, mais ça a été des combats qui ont fait plusieurs dizaines de morts, hein, des civils, des soldats, mais on n'en a pas parlé. Et c'est pourtant une réalité de cette guerre au Yémen. C'est une guerre dans la guerre. Gianni, tu as des questions en ligne ? Vous avez évoqué les difficultés à vous rendre au Yémen. Une fois au sein du pays, quelles sont les difficultés que vous rencontrez pour vous rendre d'un gouvernorat à l'autre, d'une zone tenue par les Houthis à une zone tenue par les camps anti-Houthis ? Ça, je pourrais en parler pendant 1 heure. Hein. Bah, pas 1 heure, mais il faut en parler quand même. C'est de la folie. C'est-à-dire que pour se rendre d'un gouvernorat à un autre, parfois il faut sortir du pays et reprendre un avion pour un autre pays pour rentrer sur un autre bout. Donc je ne peux pas faire, moi, par exemple... Donc moi, je me suis rendu dans la Dramaout. J'arrive dans la Dramaout, donc je disais... Après. J'arrive dans la Dramaout et je peux aller à Marib puisque j'ai le soutien du gouverneur de Marib qui me fait une lettre. Bon, pour obtenir cette lettre, c'est très très long, mais j'ai la lettre, donc je peux aller dans la Dramaout. Mais par exemple, je ne peux pas aller à Chabois, qui est un peu plus au sud, parce qu'il faudrait que je passe par la côte. Et là, il y a tous les checkpoints de la milice de l'élite Hadrami, là, qui est formée par les Émirats et qui va me demander de nouveaux papiers. Et des papiers que je n'aurai pas, parce qu'il faut que j'obtienne le soutien... Recording in progress. Donc il faudrait que j'ai le soutien des Émiratis, etc., etc. Donc en fait, pour me rendre d'une région à une autre, je n'ai pas le gouvernement qui parle d'une seule et même voix et qui me donnerait un papier pour que j'aille dans toutes les zones tenues par le gouvernement. J'ai à chaque fois, je dois passer par plusieurs pays en fait. Parce que pour moi, Marib c'est un pays, Hadramaout c'est un pays, la Chabois c'est un pays, et chacun a ses checkpoints, ses milices, etc. Et je dois présenter un nouveau papier à chaque fois que je veux aller d'une zone à une autre. Donc je ne suis pas libre en fait d'aller où je veux au Yémen. Et encore moins en zone Houthi. Parce que les Houthis, c'est carrément un autre visa qu'il faut obtenir. C'est carrément un autre processus où il faut que je décline mon identité, ce que je fais, une lettre du journal, qui je suis exactement. Enfin, ils m'ont demandé des papiers délirants, j'ai jamais eu le visa. Ça fait 3 ans que j'essaye d'aller en zone Houthi, mais je n'ai toujours pas de réponse. C'est ça que je voulais vous demander. En vous écoutant depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que vous étiez surtout dans les zones, soit à Marib, soit dans les zones contrôlées par les Saoudiens ou les Émiratis. Pas beaucoup du côté Houthi. Jamais. J'ai jamais obtenu l'autorisation pour me rendre en zone Houthi jusque-là. Vous mesurez que c'est un problème. C'est un problème. Professionnellement, je veux dire. Professionnellement, évidemment, c'est un problème. Je ne parlerai pas de son de cloche, mais enfin, vous avez un son de cloche, ou 2, ou 3, mais il y en a un qui manque. Bien sûr. C'est sûr que c'est frustrant pour un journaliste de ne pas faire les deux côtés, mais bon, après, je suis pour l'instant empêché d'y aller. Voilà. À vous. Oui, bonjour. Moi, je suis à peu près d'accord avec tout ce que nous a dit Quentin, à une exception près, je dirais laquelle. Par contre, il y a des choses que Quentin n'a pas eu le temps de préciser. C'est que ce qu'il faut bien voir, c'est que le fait que les Houthis soient des faux gentils
ne veut pas dire que les méchants apparents sont des gentils. Et la première chose qu'il faut constater, si on regarde la situation yéménite depuis un siècle, depuis les années 30, quand les Saoudiens ont achevé leur conquête de la partie du Yémen, Assir, Najran, Jizan, c'est que l'Arabie saoudite craint l'émergence d'un Yémen unifié. Oui, et le rapport à l'indépendance des Yéménites et le rapport à la notion d'État des Yéménites sont deux choses absolument considérables dans l'analyse. Donc on ne peut pas tout confier effectivement à la géopolitique, mais il ne faut pas non plus l'écarter systématiquement. Bien sûr, évidemment. Pourquoi aujourd'hui, lorsque les forces qui sont soutenues par les Émirats veulent faire sécession, le font sous un drapeau qui est l'ancien drapeau du Yémen du Sud socialiste? Pourquoi ils acceptent ce drapeau? Tout simplement parce que la trace de cet ancien régime est une trace très forte en ce qu'elle a porté l'idée d'État intègre, d'État peu corrompu puisqu'il n'y avait pas d'argent. Moi, j'ai surtout connu le Yémen pendant les années 70. J'y ai fait des reportages pour plusieurs journaux. Et ce qu'on voyait, c'est que il y avait une notion d'État qui faisait contraste avec le nord Yémen, où il y avait le tribalisme, etc. Et donc la notion d'État, c'était le fait d'avoir au sud Yémen de l'enseignement, de la santé... Le socialisme, évidemment. Pas uniquement. Il y avait de l'indépendance et il y avait des structures d'État avec des services. Voilà. Et le socialisme, bien entendu, il avait ses excès à côté, mais il y avait l'État. Et c'est cette idée d'État qui fait qu'aujourd'hui, des gens qui ne sont pas socialistes sont sous cette bannière de l'ancien drapeau et du concept d'État. Deuxièmement, ce qu'il faut voir, c'est que en général, quand on cherche des alliés dans un pays, comme a pu le faire depuis un siècle l'Arabie saoudite, on cherche des alliés qui sont forts ou on cherche des alliés qui sont en alignement sur ces valeurs. Or, comme vous l'avez très bien dit, les Saoudiens ont soutenu les Zéidites quand ils étaient opposés aux nationalistes arabes et combattent contre eux quand ils sont supposés proches des Iraniens, mais on n'a pas d'attestation, j'ai jamais vu d'attestation de présence iranienne militaire ou d'aide, c'est très éloigné. Donc, en fait, si on regarde, et moi, ma lecture de la politique saoudienne au Yémen depuis un siècle, c'est les Saoudiens regardaient, voyaient toutes les périodes avant la révolution de 62, les révolutions de 62, 63 et après, les Saoudiens s'allient avec la partie la plus faible au Yémen. Oui, alors est-ce que c'est une stratégie ça paraît incroyable. Ou une mauvaise stratégie? À chaque fois, c'est une mauvaise stratégie. C'est la bonne. Pourquoi? Parce que c'est celle qui entraîne le chaos maximum, la division maximale dans ce pays. Alors, je pense pas que ça soit une stratégie de la part des Saoudiens d'amener forcément toujours le chaos dans le pays. Le diviser, oui, certainement. Oui. Ça, c'est sûr. Mais emmener forcément le chaos, je pense que les Saoudiens ont, et ça c'était MBS, hein, quand il est entré en guerre contre les Houthis, lui, dans sa tête, ça allait durer quelques semaines et les Houthis allaient perdre face à la force de frappe des Saoudiens. C'est pas simplement MBS, c'est l'Arabie saoudite depuis un siècle. S'allie toujours avec une partie faible, parce que c'est ce qui fait le chaos le plus important. Alors maintenant, je vais terminer. Je vais pas dire. Laissez-moi juste un mot, ensuite vous terminez. C'est juste une parenthèse, mais importante. Il ne faut pas oublier que la question des frontières
entre le Yémen et l'Arabie Saoudite n'a été réglé que très récemment. C'est un conflit qui dure sur des dizaines et des dizaines d'années. C'est pas une question seulement là encore de stratégie générale, c'est aussi un conflit entre deux pays, un qui a une existence forte, qui est l'Arabie Saoudite, un autre qui a pour les raisons historiques que vous avez rappelées, une existence plus faible et plus voilà, et que plus il est faible et plus l'Arabie Saoudite est contente, parce que voilà, c'est ça que vous vouliez dire, je pense. Il y a un demi-siècle, il y avait une domination démographique du Yémen. Bien sûr. Il y avait cette crainte, du coup. Énormément crainte. Et donc, mais je ne détaille pas, mais sur toutes les périodes, vous regardez à chaque fois l'allié saoudien est celui qui entraîne la plus grande division, le plus grand... C'est un constat intéressant. Le point où je ne suis pas d'accord, c'est ce qui concerne la famine. Parce que vous avez peut-être constaté qu'il n'y avait pas de famine dans les zones sous blocus, à l'extérieur des zones sous blocus, mais moi j'ai fait un point le 6 janvier, il y a quelques jours, avec le chef de la mission de MSF dont vous parliez, et il me disait que dans les deux hôpitaux de MSF qui sont dans les zones sous blocus, à Aïdan et à Khamir, l'activité essentielle des hôpitaux, c'est de traiter les conséquences de la malnutrition. Oui. Alors, il y a malnutrition et il y a famine, mais c'est différent. Une malnutrition qui s'appelle comme ça quand elle est traitée médicalement. Mais en fait, il y a 7 millions de personnes qui ont été sous blocus et il y a de la famine, il y a de la malnutrition. Et donc, répéter qu'il n'y a pas de famine, je pense que ça induit un petit peu en erreur parce que la famine et la malnutrition existent à l'intérieur. Alors bien sûr, peut-être que quand on vient avec un visa saoudien, on ne peut pas aller dans les zones sous malnutrition, mais puisque vous citiez MSF, moi je cite aussi MSF du 6 janvier, et la question de la malnutrition est... Bien sûr qu'il y a la malnutrition. Oui. On va peut-être terminer un peu sur cette situation humanitaire. J'ajoute à la question de monsieur la mienne, parce que quand même il y a un problème sur les chiffres. On dit, chiffre à vérifier, que cette guerre au total aurait fait près de 400 000 morts. Et on dit aussi que 70%, c'est pas des combattants, c'est pas du fait, ou des civils tués dans des combats, plus exactement. Donc ils sont morts de quoi? C'est-à-dire, s'il n'y a pas de famine, de quoi sont-ils morts? De l'absence d'un État. De l'absence d'un État, d'infrastructures médicales. Est-ce que c'est la santé? Est-ce que c'est C'est ça, oui. Le débat sur famine et insécurité alimentaire est peut-être un débat piégé parce que les conséquences sont les mêmes, c'est qu'il y a des gens qui meurent, quoi. Qui meurent aussi parce qu'on ne les soigne pas, parce qu'il n'y a pas de conditions sanitaires minimales. Moi, j'ai lu, et je n'ai pas vérifié, ce n'est pas mon domaine, ce n'est pas un pays sur lequel je travaille spécifiquement, mais j'ai lu, par exemple, que les inondations avaient été catastrophiques, y compris en termes de pertes humaines. Et or, ça a été des inondations l'an dernier, je veux dire, énormes, quoi. Oui, c'est très inhabituel. À Sanaa, oui. Voilà. Mais ouais. Essayons quand même de serrer, quoi. Juste pour parler de Marib, évidemment, c'est pas une zone sous embargo. C'est une zone qui est dans la partie gouvernementale. C'est la zone qui a absorbé le plus de déplacés. Mais c'est une zone où il n'y a quasi aucune organisation humanitaire internationale, peu importe si elle n'est pas sous embargo. Donc il n'y a quasi aucune aide. Et les gens ne sont pas en situation de famine. Moi, quand je ne veux pas badiner avec le mot famine, parce que le mot famine, ça me fait penser à la Somalie dans les années 90, où là, il y avait des quantités astronomiques de gens qui mouraient réellement de faim. Je ne dis pas qu'il n'y a jamais eu au Yémen des gens qui sont morts de faim ou des enfants qui ne sont pas morts de faim, c'est pas vrai. Évidemment qu'il y a de la malnutrition, évidemment, il y a des gens qui ne mangent pas à leur faim tous les jours, mais on ne peut pas parler de famine. Enfin, ce mot-là, il n'est pas réaliste pour ce pays-là. Voilà. Il faut définir. Alors, sans micro, ça ne marche pas. Hein. Il y a une question en ligne, en fait. Oui, vas-y. Alors,
Peut-on revenir sur la constitution mornée issue du débat national? Pourquoi n'a-t-elle pas abouti? Oui. Et puis, parmi toutes les coalitions militaires qui s'affrontent, existe-t-il des mouvements politiques démocratiques qui proposent une autre voie? Et comment se coordonnent-ils? Alors c'est une très bonne question. Pourquoi la conférence de dialogue national n'a-t-elle abouti sur pas grand-chose finalement? Eh bien, c'est un peu mystérieux, hein, Mustapha. Pourquoi ça n'a pas abouti? Eh bien, il y a quand même beaucoup de Yéménites. Il y en avait plus de 500 des Yéménites qui se sont venus de représentant toutes les communautés et les identités du Yémen, qui ont discuté de ça, qui ont écrit un texte. Et puis ça a été rapidement balayé au bout d'un an, puisqu'il n'y avait pas forcément d'accord. Il y avait des désaccords avec les Houthis. Déjà, les Houthis, à l'époque, étaient à la table pour parler de... En fait, il y avait une idée d'un fédéralisme, c'est-à-dire de créer un État yéménite avec des grandes fédérations, des grands gouvernorats, avec leur propre identité, avec une espèce de relative autonomie, etc., etc., en incluant évidemment toutes ces particularités. Et ça a été balayé assez rapidement, et la constitution finalement n'a pas été écrite au Yémen. Ça a été fait rapidement aux Émirats avec l'aide des États-Unis, et c'était terminé, et toutes les particularités ont disparu dans cette nouvelle constitution, et ça s'est fait finalement sans les Yéménites malheureusement. Et d'ailleurs, la France avait envoyé un diplomate, un chercheur au CNRS, Jean Frison-Roche, ouais, qui était là, qui aidait d'ailleurs les Yéménites à rédiger ça, qui aidait aussi pendant les négociations, les discussions. Et ça a été un grand espoir, je pense, pour beaucoup de Yéménites. Et finalement, cet espoir a été déchu par l'action des pays du Golfe et des États-Unis. Il y avait une autre partie de la question que Gianni nous a lue. Oui, l'autre partie. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des forces démocratiques aujourd'hui qu'on peut qualifier comme telles, qui offrent une perspective? Le mot démocratique, comme on l'entend nous en France, il est certainement très fort. Mais je le répète, et c'est pas parce que moi j'ai un parti pris, je suis absolument neutre dans cette guerre au Yémen, puisque on peut pas parler de gentils et de méchants dans ce pays-là, c'est pas binaire comme ça. Mais ce qui est en train de naître à Marib est un embryon de démocratique. Ça j'en suis persuadé. Le CTS ne l'est absolument pas. Les sudistes ne le sont absolument pas. Les Houthis, pas du tout non plus. Mais par contre, ce qui est en train de naître à Marib, oui, est un début de démocratie. J'ai discuté avec tout un tas de journalistes, de confrères yéménites qui vivent à Marib, qui se sont échappés du nord, du sud, etc., qui sont tous allés à Marib et qui me disent qu'ils peuvent critiquer le gouverneur et qu'ils peuvent critiquer n'importe quel parti politique sans avoir peur de se faire assassiner le lendemain ou se faire arrêter. Donc ça, c'est quand même une preuve qu'il y a quelque chose qui se passe à Marib, quoi. Voilà. Donc pour vous, l'avenir, c'est Marib? Pour moi, l'avenir, c'est Marib. Alors peut-être que le futur me contredira, mais pour moi, l'avenir, c'est Marib. Il y avait une question depuis longtemps. Oui, bonjour à tous. Je voudrais revenir juste sur la question de l'absence de tout élément de géopolitique dans l'histoire du Yémen. Je dis ça parce que j'ai entendu... Non, pas l'absence, personne n'a dit ça. Mais ce n'est pas l'angle qui permet d'expliquer. Ah, bien sûr, oui, ça je suis d'accord. Mais parce que j'ai entendu dans un débat un intervenant yéménite qui, à un moment, a dit vous savez, nous, les Yéménites, nous sommes les Mexicains du Moyen-Orient. Les Mexicains, comme tout le monde s'étonnait de la question, il a dit bien sûr, il n'y a pas si longtemps, les Mexicains disaient pauvre Mexique, si loin de Dieu et si proche des États-Unis d'Amérique. Et il dit nous, les Yéménites, maintenant, on dit pauvre Yémen, si loin d'Allah et si proche de Beit al-Sam. Il y a quand même un élément du fait qu'au nord, la frontière entre Arabie Saoudite et Yémen, c'est un peu la frontière entre Mexique et États-Unis, quoi. Vous voulez dire que le Texas a été absorbé? Merci de me redonner le micro. En fait, si les Saoudiens ont un plan, une stratégie pour l'Yémen, on s'en sort bien. Au moins, il y en a une. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas. C'est ça le problème. Il n'y a pas des centres de recherche en Arabie Saoudite assez actifs sur la question. Les Arabes de la péninsule utilisent les données qui sont produites aux États-Unis ou en Europe pour reconnaître l'Yémen qui est tout voisin. Donc il faut un peu s'éloigner de cette image que l'Arabie Saoudite est un démon assez intelligent pour tout manipuler. Il y a une conjoncture, oui, il y a la richesse, il y a l'argent,
Mais on voit bien comment ça déboîte depuis un moment. Ils n'ont pas vraiment une stratégie, ça se voit très bien. Autre chose, pourquoi l'action humanitaire n'a pas encore à ce résultat? Et pourquoi les bailleurs donnent de moins en moins? Parce que depuis 8 ans, il n'y a pas un compte rendu assez fiable jusqu'à maintenant. En plus, une partie du fait que ces aides n'arrivent pas, c'est parce qu'il y a des contraintes à l'interne. Et les organisations sont obligées de faire avec. Et donc, ils assument une responsabilité. Il y a du gâchis, on sait bien comment, et on n'ose pas parler parce que c'est humanitaire. Si tu te finances, autrement, tu participes à tuer les gens. D'accord? Autre chose, les sudistes ne rêvent pas de restituer l'État sudiste qui était République Yémen démocratique. Non, ils voulaient restituer un État, une entité politique qui a été créée par les Britanniques pendant les années 50-60, et ils sont fermés là. Pourquoi ça ne marche pas au Yémen? Il faut se poser la question, quel futur on pourra au Yémen dans le cadre de ce patronage international qui a... Ce sera la dernière question. Oui, oui, qui a fait sauter le dialogue national, et maintenant on fait avancer une trêve à base humanitaire, et on ne touche pas le politique qui est plus important que l'humanitaire. En fait, l'humanitaire, c'est le résultat, c'est pas la cause. Vous êtes d'accord, Quentin, avec ces remarques? Oui, pour terminer, disons... Tout à fait. Malheureusement, c'est mon point de vue, mais le CTS, le mouvement sécessionniste, ne veut pas rétablir une république socialiste dans le Sud. Ça sera un État... je ne sais pas d'ailleurs vraiment l'idéologie, pour avoir discuté avec certains chefs du CTS. Il n'y a pas vraiment une idéologie. Et d'ailleurs, c'est toujours triste au Yémen, les partis politiques, il n'y a pas d'idéologie politique. Il n'y a pas une ambition politique. Ils ne portent pas des principes. C'est plus prendre le pouvoir, quoi. Et ça, c'est triste. Ouais. Merci beaucoup, Quentin. C'était bien intéressant pour nous tous. Merci à vous. Bravo.